Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je suis aujourd'hui avec Jean-François qui va se présenter. Coucou Vanessa. Euh, Jean-François qui va se présenter dans 2 secondes. Je vais me présenter aussi et puis après on va rentrer dans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia Rechetniak. J'ai cofondé la société ePipine avec laquelle on organise tous ces webinaires il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et pour nous, l'idée, en fait, j'avais déjà une entreprise via laquelle je faisais du coaching. C'était une entreprise individuelle. Et je me suis rendu compte que tous mes clients étaient neuroatypiques. Je n'avais pas du tout la notion de la neurodiversité. Je savais pas ce que c'était jusqu'à ce que mes clients m'expliquent ce que c'est. Et ça, c'était il y a à peu près 7 ans. Et à partir du moment où ils m'ont expliqué, je suis commencé à m'intéresser à ça et je me suis dit, il y a une personne qui m'a conseillé en fait de passer mes propres diagnostics et du coup il y a 6 ans j'ai obtenu un diagnostic de trouble du spectre autistique, hypersensibilité et haut potentiel intellectuel. Donc j'ai découvert je me suis redécouvert en fait avec ces étiquettes, avec ces nouvelles étiquettes. Euh, alors, les étiquettes qui peuvent avoir de grosses vertus en fait, tant qu'on s'y attache pas trop. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on peut en fait éviter que les gens soient en détresse et plutôt prendre les choses en amont. Et du coup, l'idée de ePipine, les toutes premières idées, les tout premiers prémices de ePipine sont nés avec des réflexions sur le recrutement. Comment est-ce que on peut mieux recruter les personnes pour qu'elles aient une meilleure chance de se révéler plus tôt et d'avoir une meilleure idée de poste et de l'entreprise plus tôt aussi. Et donc les personnes dont on parle, c'est vraiment les personnes neuroatypiques. Alors il y a l'hypersensibilité, les troubles du spectre autistique, le haut potentiel intellectuel. Il y a aussi tous les troubles dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, etc. Et il y a aussi le TDA et le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention. Et avec le H, c'est avec hyperactivité. Donc c'est la neurodiversité pour nous. C'est pas, à la base le mot neurodiversité a vraiment été inventé surtout par rapport à l'autisme. Et voilà. Et en fait chez ePipine, donc on œuvre pour une meilleure inclusion des personnes neuroatypiques dans le monde du travail. Et donc le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est faut-il, quand on est neuroatypique, et les autres aussi bien sûr, mais les neuroatypiques sont les premiers touchés par ça, faut-il s'adapter pour s'intégrer? Où se trouve l'équilibre entre je m'adapte un peu et je me suradapte? Est-ce que c'est vraiment un continuum ou est-ce que c'est des choses différentes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, là, je vais laisser à Jean-François le soin de se présenter et puis ensuite on va chacun aborder des aspects qui nous paraissent pertinents sur ce sujet. Alors voilà, Jean-François, à toi. Merci. Alors moi, je suis Jean-François Daligo. J'ai un parcours assez classique, je dirais. J'ai 20 ans d'expérience en direction financière. J'ai commencé dans le milieu assurantiel et bancaire, dans le milieu de l'investissement. Puis très vite après, je me suis réorienté vers la protection sociale. Je sais pas, qui avait comme un besoin de sens, quelque chose que je sentais qui avait besoin d'apporter plus de sens à mon quotidien. Donc j'ai occupé des postes dans des directions financières, comme directeur financier, et puis récemment, donc je me suis réorienté dans le milieu de la sécurité sociale. Moi, j'ai découvert mon atypie extrêmement tard. Alors, j'ai toujours su que j'étais différent parce que j'ai toujours eu la bougeotte. Je m'ennuyais très vite. Et ça me semblait pas plus étrange que ça, en fait, puisque je le vivais relativement bien. Et puis, peu après mes 40 ans, j'ai découvert un jour que j'allais mal. Je réfléchissais beaucoup, j'ai eu très peur parce que ça ne s'arrêtait pas, mais ça ne s'arrêtait vraiment pas. Et j'ai été consulté, j'ai eu quelqu'un qui m'a suggéré que je pouvais être intelligent. Alors, surtout, comme j'ai pu l'écrire dans un article, que je n'étais pas bête. Donc ça a été relativement un choc, quoi. Ça a été un gros choc, en tout cas, quand je l'ai appris. Et puis, j'ai décidé de passer les tests. Donc, j'ai découvert que j'étais hypersensible et au potentiel intellectuel. Donc, ça a changé ma vie depuis 2 ans parce que je me suis intéressé à moi, je me suis intéressé à qui j'étais. J'ai essayé de conserver la partie qui faisait mon ADN, que je trouvais étrange depuis des années. Cette partie un petit peu foncée tête baissée, qui avance vite et dans lequel je me sens bien. Dire les choses.
Ça, c'est important pour moi, le sens. Et donc voilà. Donc j'ai découvert ça il y a 2 ans. Je me suis lancé dans une espèce de croisade, entre guillemets, où j'ai voulu faire connaître au monde entier que potentiellement il y avait des gens qui étaient différents, qui vivaient mal leur atypie, parce que j'ai découvert que justement le monde atypique n'était pas fait que de gens bien heureux avec des postes extrêmement bien placés, avec un bonheur quotidien, et bien au contraire. Donc je me suis dit que c'est en parlant de nous et en parlant de ce qu'on vit et de qui on est au quotidien, et en assumant cette différence, qu'on arriverait en tout cas à s'ouvrir au monde. En tout cas, moi, c'est ma position et je suis fier de l'avoir, et je la maintiendrai toujours. Je pense que je pense que c'est en disant qui on est qu'on arrivera justement à ouvrir les yeux au reste du monde. Et donc, dans ce joli chemin, dans mon entreprise, il y avait une démarche innovation, et j'ai voulu m'inscrire dans cette démarche innovation, où j'ai voulu créer en fait un réseau social pour atypiques au sein de la sécurité sociale. Donc, j'ai voulu en fait copier ce qu'avait fait Christian Charlier et Cécile Tovar. Je me suis dit, bon, bah voilà, on a l'occasion. Ça représente 20 000 personnes. Je me suis lancé là-dedans en voulant vraiment lancer quelque chose d'extrêmement inclusif, où il y avait besoin de répondre à ce sens, en tout cas de protection sociale, d'atypie. Et je me suis dit, tiens, les deux mondes peuvent se rejoindre. Et donc, j'ai voulu me lancer là-dedans. J'ai foncé, tête baissée, j'y suis allé, j'ai fait une jolie présentation. Et j'ai pris un mur. Donc j'ai pris un mur et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Puis après derrière j'ai réfléchi et puis j'ai contacté l'IA pour lui demander de l'aide. Et donc c'est comme ça qu'on s'est un peu connus. Et voilà. Donc comment aujourd'hui je suis arrivé de mon univers professionnel, comment j'ai navigué au fil du temps, comment je suis arrivé à ePeopin, et comment et voilà, demain en tout cas sera fait de nouvelles choses et de nouvelles aventures. Voilà. Et je suis heureux aujourd'hui d'être là parmi vous pour échanger sur ce sujet qui me parle beaucoup. Merci, merci Jeff. Bah super. Bah en fait, je pense que parmi vous, quand Jeff a parlé de, voilà, j'ai présenté mon projet et puis je me suis pris un mur, ça doit vous parler à quelques-uns. C'est un peu le thème d'aujourd'hui. Comment faire en fait pour ne pas se prendre des murs? Est-ce que en fait, c'est tout un énorme questionnement dans ce que je lis, dans ce que j'écoute, dans ce que j'entends et dans ce que je vis aussi moi intérieurement. C'est vrai qu'on ne sait pas, on vit dans une époque où on ne sait pas du tout si, par exemple, il y a des personnes neuroatypiques qui sont des totales rebelles et qui rejettent tout en bloc et du coup qui disent bah non, moi je veux surtout pas m'adapter d'un iota. Donc, mais ils font du bruit, mais est-ce que vraiment ils arrivent à faire passer les bons messages aux bonnes personnes? Je n'en suis pas tout à fait certaine. À côté, il y a également des personnes qui se suradaptent, qui surcompensent. Du coup, en devenant des caméléons en fait, et en développant beaucoup de flexibilité, mais en même temps en ne faisant pas profiter ni elles-mêmes ni les autres de leur talent, de leur personnalité, etc. Donc ça non plus, c'est pas la meilleure solution parce que finalement le message ne passe pas non plus. Donc comment on fait aujourd'hui? On vit dans une époque vraiment de transition par rapport à tous ces sujets, qui est super intéressante, mais en même temps, où on est vraiment alors certains diront des générations sacrifiées, et c'est vrai que parfois c'est vrai, parce qu'on vit dans des conditions, nous, on est vraiment les pionniers, quoi. Enfin, je préfère le mot pionnier d'ailleurs. Mais et aussi, il y a un auteur que j'aime beaucoup il parlait pas du tout de ce sujet-là, mais il disait avec une pointe d'ironie, ça devait être dur pour les premiers hommes parmi les singes. Donc, avec toutes les proportions, toutes les pincettes que je peux prendre, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est juste pour expliquer cette notion de, bah, c'est un terrain complètement nouveau, pas défriché du tout, et on est vraiment sur des terrains que nous-mêmes on explore et qu'on bâtit en fait, sur lesquels on bâtit. Donc je vois qu'il y a des questions qui arrivent, on va y revenir, hein. On va prendre en compte toutes les questions qui sont là. Merci beaucoup d'ailleurs pour les participations. Ouais, un régal ces questions. Tout à fait. Du coup, moi, un premier élément que je veux partager en rapport avec ce sujet, c'est vraiment cette notion d'équilibre.
et c'est une réflexion à laquelle je vous invite en fait, puisque chez moi elle est présente, elle n'englobe pas du tout tous les aspects, et Jean-François complétera avec d'autres aspects, typiquement auxquels moi j'avais pas spécialement réfléchi comme ça. Donc en fait, voilà, cette notion d'équilibre. Donc, par exemple, vous arrivez en entreprise ou en entretien, mais plutôt quand vous êtes déjà embauché, etc. On vous demande, en fait, l'environnement de travail est tel qu'il vous demande de changer vos manières d'être. Est-ce que la bonne question qu'on a se poser, est-ce que c'est jusqu'à quel point je m'adapte, jusqu'à quel point je fais des efforts pour aller dans le sens de mon équipe, de mon employeur, etc. Et où se situe la fine ligne d'équilibre à ne pas dépasser, parce que si je la dépasse, je vais aller vers le burn-out, je vais aller vers de la détresse, je vais vraiment pas être bien, et en fait rien n'aura servi mes efforts n'auront pas servi à quoi que ce soit. Est-ce que ces questions-là sont les seules à se poser? Et moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Pour moi, il y a une autre piste à explorer qui n'est pas éliminatoire, mais qui est complémentaire à mon sens. Et c'est vraiment, vraiment pour moi, c'est deux choses complémentaires et différentes, parce qu'il y a l'autre piste à explorer que moi j'aime beaucoup et à laquelle je vous invite à réfléchir justement, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche complémentaire via laquelle je peux me poser des questions sur moi, faire des choses pour mon propre équilibre intérieur et qui me serviront quoi qu'il arrive, chez cet employeur, à la maison, chez un autre employeur plus tard, etc. En gros, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire comme travail sur moi, dont je suis responsable, dont je suis l'unique responsable, parce qu'il s'agit de mon comportement, de ma vie, sans exiger de mon environnement qu'il se suradapte à moi, tout en demandant des aménagements si nécessaire, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je dis que c'est deux démarches complémentaires et que l'une n'empêche pas l'autre. Et des exemples de ça, par exemple, c'est si je suis extrêmement stressée dans certaines circonstances, est-ce que je dois demander à mon employeur de m'éviter ces circonstances, comme par exemple des moments d'urgence ou des moments de réunion, etc. Est-ce que je dois demander à mon employeur et moi faire en sorte d'éviter toutes ces situations-là, ou est-ce que je peux lui demander de m'aider à réduire la quantité de ces situations, et en parallèle me faire coacher, me faire aider pour mieux gérer le stress. Ça, pour moi, c'est la démarche la plus saine, c'est celle qu'on promeut avec Epipine aussi, où on dit, en fait, on ne peut pas juste, quand on recrute une personne neuroatypique, on ne peut pas juste la lâcher dans la nature, et tout comme on ne peut pas lâcher l'entreprise dans la nature avec la personne, parce que s'ils ne savaient pas faire avant le recrutement, ils ne vont pas savoir faire après. Donc, il faut les aider. Et du coup, le fait d'accompagner et la personne et l'équipe, ça permet en fait d'aider chacun à faire un pas vers le milieu. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette notion-là que je voulais introduire, proposer à la réflexion, pour aussi servir de quelque part de médiateur entre est-ce que je m'adapte moi, ou est-ce que je demande à l'autre de le faire. Dans les milieux neuroatypiques, je constate quand même pas mal de dualité que je ne trouve pas très productive, où justement on navigue entre blanc et noir. Il y a pas de nuance. Est-ce que l'autre s'adapte? Est-ce que c'est moi qui m'adapte? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Mais en fait, il n'y a pas de bien ou mal. Il n'y a pas de noir et blanc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour je ne sais pas quel est le verbe décliné du mot médiateur, mais médiater, non, ça n'existe pas ça. Aidez-moi, je m'enfonce. Bref, servir de médiateur, ça c'est dans ma nature, pour trouver un équilibre sain. Puisque, alors, j'anticipe un petit peu, mais à chaque webinaire, il y a au moins une personne qui va mentionner la CNV, la communication non violente. Et donc, du coup, j'anticipe un petit peu.
Et dans l'esprit de la communication non violente, on parle du fait que si j'aide quelqu'un à satisfaire un besoin fondamental, mais en fait, j'aide la vie qui cherche à s'exprimer à travers lui. Et du coup, je vais m'aider moi-même aussi. Donc, partant de là, si j'extrapole un petit peu, c'est toute cette idée que il y a, si on est fait pour travailler ensemble, il y a une ou plusieurs solutions qu'on peut trouver ensemble et qui seront bénéfiques pour les deux, voire pour les trois, pour les quatre, peu importe. Mais s'il y a des solutions qui ne font que léser une partie, c'est pas possible, c'est pas la bonne. C'est qu'on n'a pas assez bien cherché. Donc voilà, c'est ce petit côté médiateur et c'est ce petit côté justement où je ne pense vraiment pas que l'adaptation saine et la suradaptation, je ne pense pas que ce soit un continuum, puisque si je commence un petit peu, je vais forcément dépasser la ligne, surtout si je ne me rends pas compte, si j'ai envie de bien faire. Donc c'est bon, voilà, je vais clore ma partie en disant que, en redisant qu'il y a cette notion de deux démarches complémentaires, celle que je vais mener vis-à-vis de mon employeur actuel et celle que je vais mener vis-à-vis de moi-même pour être bien dans toutes les autres circonstances qui vont se présenter à moi. Jeff, je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je partage vraiment la même vision. C'est-à-dire que c'est un travail qui doit se faire en parallèle. Il y a le travail qu'on fait dans le milieu professionnel et il y a le travail qu'on fait sur soi. Ça, c'est un travail auquel on peut pas échapper. C'est vraiment un travail en parallèle sur lequel on va justement pouvoir tester des choses sur le milieu pro et voir comment ça réagit. Et puis, voir comment nous, on se situe par rapport à ça. Après, sur le côté suradaptation et comment on vit avec, pour moi, il y a deux types de situations. Soit on est déjà en entreprise et on découvre qu'on a notre douance et donc on fait ce travail et on voit comment on va s'adapter ou comment on va faire évoluer notre environnement. C'est ce que j'ai un peu fait. Et dans le cadre où je sais déjà que je suis neuroatypique et je vais rechercher un nouvel emploi. Donc là, pour le coup, c'est deux situations totalement différentes. Dans la première, en tout cas où je suis dans mon environnement, euh, en ce qui concerne la suradaptation, du coup, on arrive vite à faire le lien entre les difficultés rencontrées et les situations un petit peu délicates. Donc là, on va essayer en tout cas moi j'ai essayé en tout cas par mon expérience de comprendre ce qui avait pu clocher. Donc effectivement des gens qui jugent assez rapidement, des a priori, bon enfin tout un tas de choses qui n'étaient pas vraiment très professionnelles en tout cas. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais dans la suradaptation vraiment où il y a des moments où je me taisais parce que bah, du coup, il faut arriver à maîtriser le fond et la forme. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez rentre-dedans et assez cash. Des fois, vaut mieux se taire que de sortir quelque chose de brut et du coup, ouais, de s'attirer les foudres. Mais justement, à bon, vraiment, du coup, les foudres, elles seraient justifiées. Donc, des fois, il a fallu effectivement se suradapter. Et vous sortez de ces réunions ou de ces points ou de ces échanges en fait avec des trucs sur vous alors que vous êtes sûr d'avoir raison. Donc là, il y a tout ce travail qui a été mis en place et j'ai dire que j'ai un peu formulé. Du coup, on apprend à prendre un peu la situation de manière différente. On dit ce qu'on a à dire, on y met surtout les formes. Parce que quand on est un neuroatypique, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Ça va très vite. Faut justement faire attention de ne pas se mettre en difficulté face à cet environnement. Il faut vraiment prendre les formes, en tout cas, nécessaires pour dire les choses. Essayer d'avoir la pédagogie nécessaire. Malgré tout, je pense qu'il faut aussi permettre à son environnement de comprendre qui vous êtes. Donc là, moi, j'ai essayé. Donc moi, j'ai clairement dit à mon entreprise quand j'ai fait ce projet de neuroatypie, on m'a demandé si j'étais concerné, donc je l'ai assumé. Je dis oui, je l'étais. Et du coup, j'ai décidé aussi d'en parler. J'ai voulu mettre en place un comment ça s'appelle, une sensibilisation auprès de mon équipe de direction, puisqu'on on travaille tous ensemble, j'allais dire, au sein de l'équipe de direction. Et je me suis dit, voilà, on va
pouvoir en tout cas mettre en place des choses avec mes collègues et mieux se comprendre en tout cas pour les gens qui ont ces divergences. Bon, ça a été refusé, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais si vous voulez, il faut avoir cette démarche où on s'ouvre aux autres, essayer de leur expliquer que des fois il peut y avoir des malentendus. Donc, ce que je peux donner en tout cas comme conseil, c'est oui, s'adapter, mais pas se suradapter à son environnement. Et surtout, un point de vigilance que vous devez avoir, c'est ne jamais, en tout cas, vous suradapter et même pas vous adapter sur vos valeurs. On a tous des valeurs qui nous sont propres. Il faut jamais, en tout cas, laisser qui que ce soit bafouer une de ces valeurs. Vraiment, et ça peu importe le risque et peu importe la situation, ne laissez jamais personne, en tout cas, empiéter sur ces valeurs parce que ça peut justement vous conduire à des situations un peu difficiles. Mais pour vous, hein, avant tout. Hein. C'est-à-dire que l'environnement, lui, il n'en a rien à faire. C'est surtout pour vous. Ensuite, pour la deuxième situation, donc que j'ai aussi vécu, puisque quand j'ai découvert ça, je me suis dit que justement, il fallait peut-être un petit peu s'ouvrir au monde et tester, voir comment réagissait le monde face à cette annonce en entretien d'embauche. Donc j'ai postulé sur des postes et donc je me suis rendu en entretien, j'ai fait ma vie et j'ai décidé en fait de l'assumer. Donc je pense que là c'est quelque chose qu'il faut là du coup on n'est pas en adaptation, on est en totale transparence. Il faut je pense être totalement transparent avec son futur employeur, en tout cas essayer d'afficher délicatement. Hein. Donc là il y a quand même aussi on y revient, hein, problème de forme. C'est pas arriver comme un gros bourrin et dire salut, je suis neuroatypique, je vais tout révolutionner chez vous et vous êtes que des imbéciles. Ça marche pas ça. Et c'est même pas du tout constructif. C'est juste déjà arriver dire qu'on fonctionne différemment, avoir une démarche positive, avoir une posture aussi positive et afficher en fait les gains que peuvent avoir les deux parties à travailler ensemble sur un poste. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai moi expérimenté. Je pense qu'il faut de manière indispensable, en tout cas pour ne pas s'attirer des problèmes a posteriori, être totalement transparent sur cette différence. Après, je pense qu'il faut que chacun puisse tester sa façon d'amener les choses. Mais si je peux vous donner un conseil, amenez-la de manière très très positive, en essayant vraiment de ne pas mettre en danger votre interlocuteur, qui ne se sentent pas menacés parce que on sait que c'est compliqué, alors qu'on leur veut pas de mal. Hein, donc on en revient toujours à un problème d'ouverture et d'incompréhension entre les deux mondes. Donc voilà, il faut avoir cette transparence. Donc là, je vous dirais pas de suradaptation et même pas d'adaptation. Soyez transparent sur cette façon de collaborer dans le futur. Et c'est pour moi important, en tout cas aujourd'hui, que chaque atypique puisse porter cette différence pour son nouvel employeur, parce que c'est mettre les chances des deux côtés que de savoir avec qui on travaille. Voilà. Je pense que j'ai fini. Je me suis laissé un peu porter. Non, c'est top, c'est top. Et moi, ce à quoi ça me fait penser, d'ailleurs, un côté qui me tient vraiment, vraiment à cœur et dont je parle à chaque fois que je parle dans les entreprises, c'est j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est ce que tu as dit, Jeff, en disant coucou, je suis neuroatypique, je suis meilleure que vous et je vais révolutionner votre monde parce que vous êtes des imbéciles. En fait, on peut avoir tendance à le faire parfois, et je sais qu'il y en a qui le font, peut-être pas aussi de manière aussi caricaturale, mais qui le font quand même un petit peu, parce que on se sent discriminé par ailleurs, donc du coup on a un petit peu envie de surcompenser en fait, de compenser ce côté. À côté de ça, on dit aussi que c'est pas bon, et je suis vraiment en phase avec cette pensée, que c'est pas bon de survendre les neuroatypiques parce qu'ils vont finir par être exploités. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'autisme et l'informatique. D'ailleurs, c'est pas qu'ils sont surexploités, mais c'est que les entreprises sont persuadées que c'est des X-Men et que du coup, il faut absolument embaucher des autistes pour faire du développement. C'est un petit peu simpliste, mais c'est comme tu disais, Jeff, c'est vendre cette idée qu'on est vraiment complémentaires en fait, et que il n'y a pas de meilleur ou moins bien, mais
une entreprise faite que de c'est ce que je disais hier d'ailleurs, je me répète pour ceux qui étaient là hier, mais une entreprise faite que de neuroatypiques n'arrivera pas à survivre parce que le système est fait par et pour le fonctionnement des neurotypiques aujourd'hui. Quand je parle de système, c'est ne serait-ce que la compta, l'administratif et tout ça, la compréhension des règles de société, les codes sociaux, etc. Il faut savoir les comprendre et il faut des neurotypiques pour les suivre. Et à côté de ça, si l'entreprise n'est faite que de neurotypiques, il n'y aura pas spécialement assez d'innovation, il n'y aura pas assez de créativité. Donc, on est complémentaires sur des aspects qui sont tous indispensables et il n'y a aucun jugement de valeur. D'où, enfin, c'est ce qui pour moi accentue l'importance de vraiment faire les choses, faire vraiment des pas les uns vers les autres, quoi. Alors, il y avait pas mal de questions sur les tests. Ouais. Regardez les questions. Jeff, tu veux donner des réponses à ça? Alors, ouais, sur les tests de tout ce qui était hypersensibilité. Donc, moi, j'ai passé, je crois, 3 tests. J'ai passé 2 tests chez une psychologue, donc c'est des tests sur des questions auxquelles, du coup, on répond assez spontanément et puis à la fin, il y a un petit score qui vous indique si vous êtes dans l'hypersensibilité ou pas, ou dans l'hypersensibilité plus. Donc j'ai passé 2 tests comme ça. Donc là, déjà les 2 premiers tests, ils ont été assez révélateurs, donc très 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 fort. Mais jusque-là, pas de surprise. Après, j'ai passé en septembre dernier, un test de QE. Donc c'est un test de quotient émotionnel. J'ai trouvé ça très intéressant. Pareil, j'ai passé chez une psy. Donc là, une psy qui était coach aussi et qui m'a fait passer ça. Donc il y a un résultat qui va vous donner en fait votre perception par rapport à tout ce qui est émotion, comment vous vous situez. Et à partir de là, le psy lui fait son job et vous dit si vous êtes concerné ou pas, et vous invite à travailler des pans qui sont plus ou moins développés, voire des fois trop développés et qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc voilà. Vraiment, c'est des choses assez. Alors moi, c'était une nouveauté apparemment, parce que c'est ce qu'elle m'avait dit. Ma coach et thérapeute. Mais c'était avant tout ma coach. Voilà, c'est qu'elle fait les deux. Donc voilà, j'ai répondu à cette question-là. Après, sur la partie HPI, je vous dirais, c'est un test qu'on va passer chez un comment ça s'appelle, chez un psy, pareil. Donc c'est le test du WICE ou du WACE. Je crois que c'était le WICE 4, 5, 6, 4, je sais plus. Bon. Ouais, voilà. 12. Peu importe le nom, mais voilà, c'est ce test-là. Et à la fin, vous avez. Moi, le job a été relativement. Je trouve qu'il était relativement intéressant. C'était au-delà d'avoir un score. Vous avez toute la démarche pédagogique parce que ça s'accompagne en fait par. C'est pas. J'arrive chez le thérapeute et je m'assois et je fais mon test comme un petit singe de laboratoire. J'ai 2 premières séances en fait où j'échange. Pourquoi je viens passer les tests. Donc moi c'était assez drôle parce que je dis voilà, je viens vérifier que je suis bête. C'était les premiers trucs que j'ai énoncé. Il a trouvé ça très drôle. D'ailleurs, c'est un vieux monsieur, il a trouvé ça très très drôle. Mais bon voilà, en fait, vous arrivez, vous dites pourquoi vous venez passer les tests, vous parlez un peu de vous. Et puis après, dans le compte rendu qu'il m'a fait ce monsieur, il y a tout qui est relativement bien détaillé. Ouais, vraiment, c'est super. C'est top parce que vous apprenez en fait vous apprenez. Vous avez la confirmation que non seulement vous êtes intelligent entre guillemets, quoique vous avez des capacités, on va dire, et que ça vient confirmer des traits de caractère en plus qui sont vraiment très intéressants. En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment le test super. Voilà. Alors, pour compléter, d'autres questions, certaines questions reçues en privé d'ailleurs. Pour les tests d'hypersensibilité, alors moi, je n'ai pas vraiment passé de test pour l'hypersensibilité. La plupart des personnes découvrent la notion d'hypersensibilité et en fait se disent ouais, c'est tout moi, et on n'a pas spécialement besoin en fait d'un diagnostic, puisqu'en plus il n'y a pas aujourd'hui de diagnostic
J'ai vu Nada qui dit détecter et pas diagnostiquer. Je suis d'accord avec vous. Vraiment, moi non plus, je suis pas trop fan du mot diagnostic. C'est vraiment horrible. Mais je parle vraiment là pour le coup. Il n'y a pas de diagnostic officiel reconnu par exemple, le monde de la santé, enfin le monde de la médecine, le monde de la santé. Contrairement à l'autisme, par exemple, au test sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles 10, il y a aujourd'hui des choses qui peuvent être reconnues par le monde médical. Après, pour l'hypersensibilité, j'ai rencontré certaines personnes qui ont passé des tests assez poussés en hôpital pour vérifier jusqu'où leur hypersensibilité les impacte. Mais c'est pas, disons que c'est pas du tout ce qu'on va faire pour la majorité. La plupart du temps, c'est voilà, en fait, je lis sur l'hypersensibilité, je me dis ah oui d'accord. Après, c'est aussi de l'honnêteté avec soi-même que de reconnaître que bah non là en fait autant mon voisin qui est autiste par exemple, lui vraiment il ne peut pas et je le crois qu'il ne peut pas travailler quand il y a trop de bruit ou trop de mouvement autour de lui. Autant moi je supporte et c'est ok. Ça veut pas dire que c'est plaisant, ça veut pas dire que c'est agréable, mais c'est ok. Donc l'hypersensibilité, ça reste pour l'instant, en France en tout cas, une notion qui est encore un peu trop floue. Pour le QI, bah, Jeff a tout dit. Moi aussi, j'ai passé donc le WICE, je sais pas quoi, avec une psychologue et qui savait que j'étais en train en parallèle de passer des tests pour le syndrome d'Asperger, anciennement appelé syndrome d'Asperger, trouble du spectre autistique. Et du coup, en fait, elle a recherché dans ma façon de passer le test et dans mes réponses aux questions, elle a recherché des traits autistiques. Donc, elle a mis un petit peu un accent là-dessus quand elle me faisait passer, quand elle faisait ses observations ou son analyse et son rapport. Mais bon, voilà, à part ça. Et après, bon, donc les tests pour l'autisme, je sais pas si la question est tombée ou pas, mais en tout cas, donc il y a des tests standardisés internationaux qui s'appellent ADOS, ADIR. C'est un truc basique. C'est quelques heures avec un médecin ou avec un psychologue. Donc, si c'est avec un psychologue, il faut que ça soit validé par un médecin, parce que l'autisme, pour le coup, rentre dans le monde de la santé. Et après, on peut aussi faire. Donc ça, c'était mon chemin. Après, il y en a d'autres qui passent aussi des tests en hôpital avec soit ADOS ADIR, soit complétés par des journées d'observation, etc. Donc ça peut être plus ou moins poussé suivant le parcours qu'on choisit également. Le truc un petit peu dommage, c'est que dans le public, c'est pas cher, voire gratuit, mais extrêmement long. Dans le privé, c'est beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus cher. Donc, voilà. Alors, Élise qui disait que l'évitement des situations difficiles est, à mon avis, est une fausse bonne idée. Il est préférable de l'accompagner et proposer aux salariés un coaching. Tout à fait. Complètement en phase. D'ailleurs, il y a ce côté que j'aime beaucoup, moi aussi, auquel je tiens énormément juste pour préserver des rapports sains entre humains, c'est l'honnêteté. Et la transparence, c'est-à-dire que voilà, je vis une situation difficile, je préfère en parler, ou alors je suis manager, je vois que mon salarié vit une situation difficile, je préfère lui en parler pour clarifier les choses, pour que ça soit transparent et parce que si le problème n'est pas nommé, on peut pas le régler. Donc effectivement. Oui, Jeff. Ça a la vertu d'aller, quand on va au contact des situations difficiles, ça a la vertu de savoir où on va. Concrètement, à la fin de la situation, de toute façon, à la fin de l'événement, vous aurez une décision à prendre sur votre chemin. Donc la situation difficile, soit elle se résout de manière positive et votre employeur ou vous, et vous acceptez. Tout le monde s'y retrouve en fait. On en revient toujours à la même chose. C'est un travail en parallèle où on arrive à créer une relation gagnant-gagnant. Soit vous vous rendez compte effectivement que c'est pas possible. Et là, moi, ce que je peux conseiller, c'est de changer de route. C'est le mieux à faire. Voilà. C'est que vous n'êtes pas à votre place.
et que vous y serez jamais et que si vous avez des situations difficiles, vous n'arrivez pas à les régler assez rapidement. En tout cas, si au bout de deux, trois situations difficiles, vous n'arrivez pas à sortir de ces situations, je pense que le mieux, c'est de changer de crèmerie et au plus vite. Parce que si là où vous êtes, on ne sait pas apprécier vos qualités, je vous assure qu'il y a plein d'entreprises qui recherchent des talents et des gens qui sont prêts, en tout cas, à évoluer dans une relation gagnant-gagnant. Tout à fait. Et moi, ça me ramène à une autre réflexion que j'avais lors d'un webinaire, pour le coup, plutôt sur de la série Inspiration. Changer de crèmerie, il y en a qui diront ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai une famille à nourrir. Et, et, euh, et je sais, et je pense que Jeff sait aussi, et à mon avis, on sait tous ici à quel point ça peut être compliqué de le faire, difficile de prendre la décision de chercher ailleurs parce que là, on a quand même une situation relativement confortable, même si on sent qu'on est en train d'aller vers le burn-out. Bah bon, le salaire est pas mauvais, l'environnement n'est pas mauvais, etc., etc. Il y a plein de trucs qui nous retiennent, et puis on a besoin de ce job, etc. Donc il y a plein de bonnes raisons pour ne pas changer d'entreprise. Euh, et la seule, le seul point là-dedans sur lequel je vais vraiment insister et tous les jours et sans me fatiguer, c'est que c'est cette notion de j'ai pas le choix. C'est faux. On a le choix. On choisit de rester dans cette entreprise ou alors on choisit de commencer à chercher ailleurs, mais c'est un choix. Et c'est pas une question de c'est un bon choix ou un mauvais choix. Ce choix-là ne sera jamais condamnable. Si une personne choisit de rester dans un boulot qui l'épuise, c'est pas ok, il n'y a pas de problème. Je dis, on va pas considérer que c'est une personne qui ne fait rien pour son bien-être. Non, non, c'est pas du tout une question de dire ensuite la rendre coupable pour son choix. Pas du tout. C'est juste une question de sentiment de responsabilité personnelle et de pouvoir personnel, parce qu'à partir du moment où je me dis je fais ce choix, ça veut dire que la fois d'après, je serai capable de ressentir plus de marge d'action et de me dire, OK, quel choix je fais? Et en fait, pour moi, c'est vraiment un processus psychologique, même très, très important, de se dire, non, non, en fait, c'est un choix. Me suradapter, c'est un choix. Combien de situations où il y a une personne, même des situations de couple, où il y a une personne qui s'est suradaptée à l'autre, c'est complètement oublié dans la relation et a tout fait pour se noyer en fait dans le monde de l'autre, dans la vie de l'autre, dans les passions de l'autre, etc. Et puis un beau jour, elle explose parce qu'elle en peut plus, ce qui est normal. Mais est-ce que c'est vraiment l'autre qui est coupable? Parce on va chercher à le rendre coupable. Mais est-ce que l'autre est vraiment coupable du fait que son conjoint s'est suradapté? Bah non, il n'en savait rien. Il n'était pas forcément aussi au courant que l'autre était en train de se suradapter à mort jusqu'à s'oublier complètement. En entreprise, c'est pareil. Donc, on fait ce choix jour après jour. Et je pense vraiment qu'il y a une énorme importance à garder cette conscience et à se poser la question, est-ce que j'ai vraiment pas le choix que de faire comme ça? Est-ce que j'ai vraiment pas d'autre choix que de me suradapter dans cette situation? Et si je choisis, bah, comme Jeff disait par exemple tout à l'heure, si je choisis de ne rien dire dans cette réunion à ce moment-là, est-ce que vraiment il n'y a rien d'autre que je puisse faire? C'est vraiment mener cette réflexion qui, à mon sens, est juste primordiale et pour nous, elle peut être vitale, de se dire, OK, je ne vais pas me considérer comme la dernière victime des circonstances sans aucune marge d'action et de pouvoir. Parce que c'est ça qui va nous desservir le plus. Je le pense sincèrement. Après, il y a aussi une remarque de Elise qui dit, alors elle parlait de se faire coacher. Mais ça, enfin, pour moi, je fais aussi le lien avec ce que je viens de dire. Cette réflexion est quasiment admise pour les cadres et moins pour les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cadres ont plus de responsabilités, etc., mais ils ont aussi plus d'avantages. Quand quelqu'un n'est pas cadre, bah, il a moins de chances de bénéficier d'un coaching, etc. Et ça aussi, ça, c'est notre boulot aussi. Ça, c'est Epipine, et pas que Epipine, heureusement, de sensibiliser le monde du travail autour de tout ça. Et c'est au monde du travail, de l'entreprise, de mener des réflexions aussi, de faire des choix différents. Et
ça, c'est l'autre volet en fait de. Là, on parle beaucoup de la responsabilité des individus, mais il y a aussi la responsabilité du système, de la société et de l'entreprise. Oui, je pense qu'en plus la difficulté, elle peut paraître plus insurmontable quand on a des hauts postes et quand on a une situation familiale. En tout cas, pour les gens que j'ai rencontrés, j'ai souvent entendu parler de gens qui parlaient de prison dorée. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est si vous avez la clé pour sortir de cette prison, parce que les prisons n'existent pas. Elles n'existent pas du tout. Moi, je suis père de 3 enfants et je vous assure que ouais, ça m'a tracassé. Je me suis caché derrière ça pendant quelques temps, ouais. À me dire ouais, non, je peux pas, c'est difficile. Je gagne bien ma vie. On se trouve plein d'excuses, mais c'est des fausses excuses. Vous vous mentez à vous-même. Et je pense qu'il faut vraiment ouvrir les yeux sur le monde qui existe aujourd'hui et qui nous tend les bras, qui tend les bras en tout cas à tous ces gens qui ont envie de travailler. Et je vous assure, hein, c'est que si vous n'avez pas cette place où vous pouvez vous épanouir aujourd'hui, votre place elle est ailleurs. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Et vous la trouverez facilement, vous trouverez le job qui vous convient, avec les gens qui vous conviennent, l'environnement, tout ce qui va bien. Voilà. Mais il y a aussi un travail à effectuer, comme on le disait tout à l'heure, un travail en parallèle à effectuer sur soi. C'est extrêmement important. Mais il faut vraiment comprendre que ça n'existe pas, cette pseudo prison dorée en tout cas. On a tous le choix. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas difficile. Oui, oui. C'est parce qu'encore une fois, comme on disait au début, on vit dans une époque où on est vraiment des cobayes, quoi. On est les pionniers, on est en train de défricher le terrain et on va se prendre des murs. Moi, par exemple, la toute première entreprise que j'ai créée et la deuxième qui est Tipipine aussi, je les ai faites parce que je peux pas vivre dans le monde du salariat. Aujourd'hui, si je vais dans le monde du salariat, je me prends des murs. Ou alors, j'ai eu un job à temps partiel tout en commençant à créer Ipipine, juste parce que voilà, du coup, j'avais abandonné mon activité d'avant et avant qu'Ipipine puisse générer des sous, bah voilà, il me fallait un revenu. Mais là, c'était convenu avec mon employeur. Pour le coup, on avait été vraiment très très honnêtes l'une avec l'autre. On est devenus amis depuis que bah, pour moi, c'est un job en attendant que je suis entrepreneur et donc voilà, il faut qu'elle soit flexible sur les jours de ma présence, etc. Dans ces conditions-là, ça va, mais ces conditions-là ne peuvent pas durer. Et voilà, je suis la première à dire, oui, effectivement, le monde de l'entreprise ne conviendra pas forcément à tout le monde. Par contre, il y en a à qui il conviendra parfaitement bien, au moins pendant une période. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver ces sains compromis. Et pour moi, compromis, ça n'a rien à voir avec sacrifice. C'est vraiment très très différent. Où justement, à la fois l'employeur sera vraiment satisfait par notre présence, notre travail, etc. Et nous, on sera vraiment, on retirera des choses très porteuses pour nous du fait d'être employé dans cette entreprise-là. Là où je rejoins totalement Jeff, c'est que si ça nous rend vraiment malheureux, il y a des choses à faire. C'est pas le seul truc que j'ai vraiment beaucoup de mal à entendre, c'est j'ai pas le choix. Ok, ça peut être vrai pendant une période. On ne peut pas quitter un boulot parce que sinon vraiment on se retrouve à la rue. Et ça, c'est des situations extrêmes. C'est vraiment des situations extrêmes. On peut trouver des compromis avec soi-même. On peut accepter de vivre avec un revenu moins important pendant un temps, mais du coup avec beaucoup plus de bien-être et de sérénité. On peut trouver des solutions. Pour l'avoir fait moi, Jeff pour l'avoir fait lui, il y en a beaucoup d'autres qui ont pensé comme ça aussi et qui finalement ne regrettent pas en fait leur choix. Alors, je voulais voir d'autres questions. Alors, Jérôme, oui, effectivement, comme je vous ai répondu, c'est mieux en public parce que du coup, les gens voient tous vos questions. Alors, il y a une question d'Alexandra. Oui. Sommes-nous condamnés à l'innovation? Non.
Et oui, exactement. C'est dur de tirer le peloton. En tout cas, ça me fatigue. Bah oui. Non, en fait, Jeff, tu as une réponse à ça ou je peux y aller? Ouais, vas-y. Moi, c'est. J'ai une partie en fait, et c'est vrai en fait, c'est une super question. Merci beaucoup, Alexandra. À partir du moment où on se met, parce que si on se dit par exemple, il faut qu'on fasse de l'innovation, il faut que, il gâche tout. Le côté, c'est bon, on se met dans une boîte. C'est à partir de là, c'est terminé. En fait, il y aura plus d'innovation. Et quand vous dites ça me fatigue, bah oui, bien évidemment que ça vous fatigue. C'est comme par exemple les auteurs de bouquins qui ont écrit un best-seller, mais qui est devenu best-seller naturellement, et puis d'un seul coup ils signent avec une maison d'édition et la maison le dit, écoute, il faut que tu me pondes 3 bouquins par an. Ou 2 bouquins par an de 600 pages sur tel sujet, il faut que ça soit des best-sellers. Ben, c'est terminé quoi. Au bout du troisième, tout le monde va se lasser de le lire, ou alors ça va vraiment être le bouquin qu'on prend avec soi pour les vacances pour pas se faire chier. Ou pour passer le temps. Mais ça ne va plus être de la créativité pure, les tripes de la personne, le cœur de la personne. C'est pareil pour l'innovation. C'est pareil pour chaque. À partir du moment où quelque chose devient un il faut, c'est terminé. C'est terminé. On n'a plus aucune liberté de penser, on n'a plus aucune marge de manœuvre intérieure pour être libre. Et d'ailleurs, c'est aussi, par exemple, on dit les personnes autistes sont mauvaises en communication. Mais imaginez une personne autiste qui est très bonne en com, elle se sent pas légitime ni à être autiste ni à être bonne en com. Là, on commence ou les personnes autistes à qui on dit ah bah non, tu regardes dans les yeux donc t'es pas autiste. C'est horrible d'entendre ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes et j'en connais qui se disent ok, en fait, on dit de l'autisme on est comme ci et comme ça, donc je vais tout faire pour me mettre dans ces carcans-là, alors que la personne n'a pas ces freins-là particuliers, on n'a pas ces traits-là particuliers. Voilà, c'est juste cette histoire de cadre qui devient une limite qui m'énerve au plus haut point. Donc, j'ai un peu pris le temps de une réponse un peu longue, mais non, bien sûr qu'on n'est pas condamné ni à l'innovation, ni à la créativité, ni à quoi que ce soit. On est juste condamné à rester dans ce corps-là jusqu'à la fin de notre vie. C'est le seul truc. Et après, et avec ce cerveau. Et après, on en fait ce qu'on veut quelque part. Et ce que j'aimais il y a 5 minutes n'est pas obligé d'être ce que je vais aimer demain. Ça se trouve, je vais avoir envie de changer de voie et c'est parfaitement OK. Voilà. Et puis c'est le risque d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on est dans un monde qui aime coller des étiquettes, donc il faut se méfier de ça. C'est un peu dangereux parce que c'est relativement faux. C'est pas parce qu'on est HPI qu'on est bon en informatique. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ces étiquettes, bah tiens, neuroatypiques, on va les mettre sur de l'informatique, du développement. Ben non, en fait. Moi, personnellement, en tout cas, l'informatique, je maîtrise bien, mais voilà, j'ai d'autres talents ailleurs que de gérer des développements informatiques. Et ça, il faut arriver, en tout cas, à ne pas tomber dans ces biais-là. Donc là, on a un bel exemple, en tout cas, d'étiquettes bien collées. Bien collée. Ça, elle est bien collée, celle-ci. Par contre, faut pas que ça soit réducteur à nous dire qu'on est capable de faire que ça et sinon, on sert à rien. C'est là où il faut pas se tromper. Il faut vraiment essayer justement de démocratiser un peu la vision de la neuroatypie pour vraiment montrer qu'on est bon. Pour ça, aujourd'hui, il y a des tests de soft skills qui nous permettent aussi de savoir pourquoi on est fait. Ce pourquoi on est fait. D'ailleurs, je remercie Pipine parce que j'ai passé des tests avec Pipine et c'était juste révélateur. C'était super, hein, c'est génial. Donc voilà, il faut faire attention à justement pas tomber dans ces étiquettes. Innovation, informatique, voilà. Chacun est différent. Pour reprendre la phrase de Pipine, je suis différent comme toi. Je ne suis pas différent de toi, je suis différent comme toi. Voilà. Et on est tous différents les uns des autres, même les neuroatypiques. Donc, c'est pas parce qu'on est HPI qu'on a une étiquette geek. Voilà. Il faut essayer de démocratiser ça et ouvrir faut s'ouvrir au monde pour qu'ils puissent, en tout cas, comprendre comment on fonctionne. Voilà. Exactement. Ah, c'est super bien dit. J'adore. Merci, Jeff. Il faut s'ouvrir au monde, mec. C'est tellement, tellement vrai. Alors, comme l'heure tourne, j'enchaîne un peu sur les questions. Élise
demande, selon votre expérience et votre vécu, a-t-on besoin d'être diagnostiqué pour se savoir neuroatypique? Avez-vous déjà rencontré des personnes qui vous semblaient neuroatypiques sans être diagnostiquées? Alors moi, j'ai une réponse très simple à ça. Non, il n'y a absolument pas besoin d'être diagnostiqué. J'ai rencontré pas mal de personnes qui ont eu la chance d'avoir une éducation, une vie, un parcours, un chemin, une démarche personnelle qui les ont amenés à un équilibre intérieur suffisant pour se dire, moi, diagnostic ou pas, je m'en fous. Je me reconnais dans telle description, telle description. Il y a des traits autistiques qui m'expliquent certains de mes comportements. Il y a des traits HPI qui m'expliquent certains de mes comportements. Ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir une étiquette. Donc voilà. Après, j'ai envie de dire, si on a envie, si une personne n'a pas de diagnostic et a envie de quand même d'en parler, personne lui demandera. Personne lui demandera son papier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très privé et confidentiel. Bon, ça demande de l'honnêteté, bien évidemment, mais non, non, pour moi, il y a absolument pas besoin. Pour moi, les deux grosses circonstances où on a besoin d'être diagnostiqué, c'est premièrement si on a besoin d'aménagement au boulot et du coup, le diagnostic peut aider à ça. Et deuxièmement, c'est vraiment quand la personne n'a pas cet équilibre intérieur suffisant et qu'elle a besoin d'avoir quelque chose qui lui confirme, une sorte de figure d'autorité qui lui confirme une partie de son comportement. Et c'est parfaitement légitime, que ce soit la première raison ou la deuxième, c'est parfait. L'idée d'un diagnostic dans la neurodiversité, en tout cas HPI, hypersensibilité, pour certains troubles du spectre autistique, certains 10, certains TDA, certains TDAH, l'idée d'un diagnostic, c'est d'arriver à s'en affranchir personnellement, dans le sens où ne plus se définir que par ça. Mais parfois, pour ne plus se définir par ça, il faut passer par une phase où on se définit par ça. Donc moi, ça a été mon cas, hein, clairement. J'ai vraiment eu besoin de tous ces diagnostics. Sans eux, j'aurais pas pu les dépasser en toute transparence. Donc voilà. Mais après, non, il y a des personnes qui n'en ont pas du tout, besoin. Après, moi, j'en ai eu besoin parce que mon approche était différente. C'était quelque chose que j'ignorais. J'ignorais totalement ce qu'était ce monde. J'avais l'intime conviction d'être un crétin fini depuis plus de 20 ans, un imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur. Et j'avais besoin en fait d'avoir cette confirmation en fait que je m'étais trompé depuis plus de 40 ans. Peut-être pas, mais mais voilà, en tout cas pendant beaucoup d'années, que j'étais en capacité de réaliser des choses et que je me censurais. Donc ça m'a permis en tout cas moi ça a la vertu en tout cas justement de me mettre le nez dedans, de me dire mais non, arrête de te dire que t'es pas bon et que t'es nul, c'est pas le cas. Et moi en tout cas j'en ai eu besoin vraiment pour justement confirmer ça. Après, pour la petite particularité aussi, quand je l'ai dit à mon entreprise, on m'a demandé clairement mon test, hein. Et bon, chose que j'ai bien évidemment refusé de communiquer puisque je trouvais que la démarche n'était pas forcément très bienveillante. Et j'ai néanmoins fourni une attestation de mon psy, mais qui disait que voilà, j'étais bien, j'étais HPI et hypersensible. Donc voilà. Donc c'est des choses qui arrivent. Voilà, quand il y a ce genre de choses qui arrivent, déjà vous savez que vous n'êtes pas à la bonne place. Là, il faut vous dire que faut partir. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que les tests, je rejoins totalement Lydia. Je pense que c'est pas obligatoire. Il faut vraiment être en totale transparence avec vous-même, savoir si vous sentez des choses qui vous parlent, et c'est le plus important. Après, moi, mon cas, il est un peu, je vais pas dire qu'il est spécifique, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont être dans mon cas, qui vont avoir besoin de cette confirmation, en tout cas pour rompre avec le syndrome de l'imposteur, parce que c'est le plus difficile à surmonter, c'est de se dire qu'on n'est pas mauvais et voilà. Ça fait 2 ans et ça fait 2 ans que je vis c'est quotidiennement un combat contre ce syndrome. Mais voilà, 2 ans vont passer. Ça m'a permis en tout cas moi aujourd'hui de quasiment plus vivre ce syndrome. Voilà. Donc ça a du plus. Il y en a qui vont dire oui et je partage totalement. Et moi je vous dirais faites-le si vous en avez besoin et sinon c'est pas la peine quoi. C'est ça. C'est ça. Alors,
J'enchaîne aussi un petit peu. Alors, il y a Jérôme qui me parlait de la sensibilité du bruit donc la sensibilité n'est pas que le bruit, bien évidemment. J'ai juste évoqué ça. Il y a les 5 sens et le sixième sens qui sont les émotions, bien évidemment, et les neuroatypiques. À partir du moment où on est hypersensible, je pense que la plupart des hypersensibles sont en effet des éponges capables de ressentir, percevoir et un peu pardon pour l'expression, mais des stations d'épuration pour les émotions des autres, ce qui rend les transports, les open space, les foules, les grosses soirées très compliquées. Donc hier, on en parlait. Je vous invite à écouter à réécouter le replay du webinaire d'hier où on parlait de pourquoi le confinement est génial pour les neuroatypiques et comment on peut en faire profiter les autres. Mais effectivement, bien évidemment, il n'y a pas que le bruit, il y a vraiment les 6 sens. C'est tout à fait important. Alors, il est 13h28. Moi, j'ai le temps de rester, mais je sais que la plupart des personnes partent à 30. Donc, j'ai envie d'accélérer un petit peu aussi. Estelle qui dit c'est une grande différence aujourd'hui. Justement, les neuroatypiques sont mieux reconnus pour le rapport à l'entreprise, alors que ça n'était pas le cas il y a encore 5 ans. Oui, tout à fait. Vraiment complètement d'accord. Tout le chemin n'est pas encore parcouru, mais il y a déjà énormément de bien qui a été amené depuis que je suis à mon compte, c'est-à-dire 7 ans et demi maintenant, 1000 fois en phase avec ce que vous dites, vraiment. Mieux se... Ouais, ça va. Vas-y. non, j'enchaînais sur autre chose en fait. Élise qui dit mieux se connaître aide à être responsable, oui. Alors je vais aussi parler de discernement dans un des webinaires inspirants. Alors je vous vends la mèche, j'en parle comme d'un super pouvoir, le pouvoir de discerner. Et je vais expliquer pourquoi. Et en fait, mieux se connaître aide à mieux discerner et du coup être plus responsable. Et voilà. Donc, alors ensuite. Il y a Jérôme qui parlait de censure. Je crois que c'est ça. Pour moi, le problème est un peu que ce soit on censure, soit on ne censure pas. Oui, effectivement, on peut être, je pense, censuré dans notre façon d'être, parce que on fait peur. Donc, on fait peur et naturellement, donc, on va toucher deux choses très difficiles. Je pense que c'est déjà l'ego des gens qui dirigent. Est-ce que c'est des gens qui sont faits pour diriger? Je pense que déjà vous en aurez le cœur net parce que je pense que pour moi un dirigeant aujourd'hui c'est quelqu'un qui doit être avant tout empathique. L'ego c'est quelque chose qu'il doit savoir mettre de côté pour mieux écouter, en tout cas être ouvert aux personnes avec qui il travaille. Donc je pense que ça déjà, ouais, la censure c'est quelque chose d'assez récurrent qu'on peut voir. Voilà. Donc il y a la censure parce qu'on va justement toucher l'ego des gens. Donc le fameux privilège de la bonne idée, c'est-à-dire que ça me fait penser à un film que j'avais vu, je crois que c'est sur les gendarmes où vous avez eu une excellente idée, mais je crois que c'est mon idée. Voilà, c'est exactement ça. Ou plus le fait que on a cette perception qui est faite à tort de la part des autres, de se dire bah voilà, c'est des gens qui écrasent, alors qu'on n'est pas là pour écraser, on est là pour proposer. Le problème c'est que ça va tellement vite, que ça sort tellement vite que on a du mal des fois à réguler et on est dans ce truc où les gens interprètent et jugent. Voilà, on est face au jugement, face à l'ego, et forcément ça va amener de la censure. Donc on peut avoir ce schéma-là, mais aussi on peut avoir effectivement le cas de Jérôme qui a l'air d'être plus positif et qui peut bien évidemment arriver. Et je pense que ça arrive assez régulièrement. C'est on ouvre les vannes et on y va quoi. Voilà. Après il y a le risque aussi. Je pense que ça peut attiser des jalousies. Ça c'est le monde du travail. Voilà. En fait, les personnes qui arrivent le mieux, c'est celles qui arrivent qui ne se censurent pas et à la fois comprennent tellement bien les codes sociaux et les règles de fonctionnement en société qui sont adorées par tout le monde, quasiment tout le monde. Et c'est rare, hein, enfin, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais il y en a quelques-uns et c'est des gens brillants, quoi. C'est des gens brillants, non seulement intellectuellement, mais aussi
sociétalement, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est chouette pour ces personnes-là. Alors, dernier commentaire qui a été écrit, je connais à la fois les personnes qui le sont sans être diagnostiquées, mais ceux qui ne le sont pas du tout et se sont autodiagnostiqués. Oui, bon voilà, bien sûr, ceux qui, je suis d'accord et c'est pour ça que je parlais d'honnêteté. C'est pour ça que je parlais d'honnêteté. C'est vrai que même, alors pardon, je ne suis pas, je fais pas partie du groupe Mensa et je demande pardon à tous ceux qui en font partie, mais il y a pour entrer dans Mensa, qui est une association par et pour les hauts potentiels intellectuels, il y a dans ce que j'ai rencontré, pas mal de personnes malhonnêtes, parce qu'on passe le test de Mensa, on n'a pas besoin de présenter son test de QI WISE, on passe juste le test de Mensa, voilà, et parfois le test de Mensa n'a pas forcément donné les résultats les plus fiables, et voilà, et c'est triste, effectivement. Après, on brandit une espèce de drapeau ou d'autodiagnostic, peu importe, mais ça, on ne peut pas vraiment lutter contre ça, en fait. Bien sûr qu'on peut créer des restrictions, des tests, des diagnostics, des lois, des machins. Bon, on peut pas lutter comme ça contre le manque d'honnêteté, quoi. C'est comme ça, c'est pas grave. Moi, je prends le parti de dire que les personnes qui font des actions délétères vont finir par payer. C'est peut-être bisounours, mais moi, ça me conforte. Bon. Un jour ou l'autre, on paye. Oui, j'en suis persuadée, moi, perso. Bon, alors, il est 13h34. S'il y a des dernières questions pendant qu'on est en train de faire nos adieux, allez-y. Sachez aussi que vous pouvez bien sûr nous écrire après. Si je ne sais pas du tout comment ça fonctionne dans cet outil, si Jeff reçoit aussi en tant que présentateur les questions ou les mails ou pas. Si jamais vous avez des mails à lui faire passer, moi je lui ferai passer s'il les reçoit pas. Et du coup, un grand merci pour vos participations. Encore une fois, merci beaucoup. Vraiment, à chaque fois, il y a des questions ou des réflexions auxquelles Jérôme, allez nourrir la tribu, c'est parfait. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Ouais. Un grand merci vraiment pour toutes les questions et les participations. C'est vraiment très précieux, super encourageant pour nous. Et donc, prochain webinaire vendredi. Alors, le sujet, je vais vous dire ça dans 2 secondes. C'est donc plutôt à destination des entreprises. Comment la crise va changer l'entreprise et le sens qu'on lui donne. Mais bien évidemment, c'est ouvert pour tout le monde. Hein. Tout le monde peut s'inscrire. Donc, comment la crise va changer l'entreprise et le sens qu'on lui donne. Donc, je le fais avec Vanessa Mendes, qui est présente à ce webinaire. Elle a participé un petit peu au début. Si l'outil informatique le permet. Voilà, on a peut-être un petit souci, mais on essaiera de le régler d'ici là. Et donc vendredi à 12h30, et puis bon, de toute façon, on va tout annoncer en ligne. Un grand merci encore et à très vite. Ouais. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous et restez à la maison. Merci Jeff. Allez, merci Lydia. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.